messieurs, bonsoir. Un coup de théâtre a marqué cette semaine la vie politique de la province de Québec, la démission de M. Antonio Barrette. L'ancien premier ministre a en effet annoncé mercredi soir sa décision d'abandonner à la fois son poste de chef du Parti de l'Union nationale et son mandat de député de Joliette. Il a invoqué comme raison essentielle de sa double démission le désaccord profond qui le séparait de certaines personnalités de l'Union nationale. Les dirigeants du parti se sont réunis vendredi dernier en caucus et ont désigné M. Yves Provost comme chef parlementaire de l'opposition. Cependant, en Colombie-Britannique, les électeurs se sont rendus lundi dernier aux urnes. Le Crédit social a remporté 32 sièges et le premier ministre, M. Bennett, a été reporté au pouvoir. C'est à Québec, dans les bureaux de l'opposition, que M. Barrette a annoncé sa décision de se retirer de la vie politique. L'ancien premier ministre de la province, qui avait succédé à M. Paul Sauvé, avait été choisi comme chef de l'Union nationale le 7 janvier dernier. Il aura donc dirigé les destinées de son parti pendant un peu plus de 8 mois. C'est en ces termes que M. Barrette a fait part de sa décision aux journalistes qu'il avait réunis pour la circonstance. Immédiatement après que M. Barrette eut fait connaître sa décision, un de nos reporters a pu interviewer le premier ministre de la province, M. Jean Lesage. Celui-ci a commenté la décision du chef de l'Union nationale. Monsieur Lesage, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur la démission de M. Barrette? J'ai été extrêmement surpris d'apprendre, il y a quelques minutes, la démission de M. Barrette, le chef de l'opposition. D'autant plus surpris qu'il y a une douzaine de jours, j'avais eu avec lui un entretien, alors que nous avions arrêté ensemble quelques détails de la procédure à suivre lors de la session spéciale qui doit commencer mardi ici à Québec. Nous avons également voulu connaître les réactions des milieux parlementaires fédéraux à la suite de la démission de M. Barrette. D'Ottawa, un de nos reporters nous indique l'importance que l'on accorde à la décision de l'ancien premier ministre. Deux faits ont surtout retenu l'attention à Ottawa au cours de la semaine qui vient de se terminer. Tout d'abord, la création d'une commission d'enquête sur l'administration fédérale et deuxièmement, la démission de M. Antonio Barrette comme chef de l'Union nationale et député de Joliette. Les élections en Colombie-Britannique, dont le résultat a été une victoire pour le Parti du Crédit social, avaient été précédées d'une campagne très animée. 230 candidats briguaient en effet les 52 sièges de l'Assemblée législative de la province. Le Crédit social, le Parti social-démocratique, les conservateurs et les libéraux avaient des candidats dans chacune des circonscriptions. Mais tout en remportant la majorité des sièges, le Crédit social a toutefois enregistré une baisse de popularité et compte 7 députés de moins qu'en 1956. À Vancouver, un de nos reporters a posé quelques questions à la journaliste John Darcy. En somme, est-ce que l'on peut conclure du résultat des élections que ceci soit une victoire pour la nouvelle alliance des mouvements syndicalistes et de la CCF? Je constate par les pourcentages que les CCF ont remporté 32% du vote populaire, alors qu'ils n'en avaient rapporté que 28% aux élections précédentes. Qu'en pensez-vous? Eh bien, le chef du parti, Hazen Argue, semble croire que c'est de bon augure, et le chef ici, provincial, Robert Strachan aussi. La Fédération du travail de la Colombie-Britannique avait juré, lors de son congrès l'année dernière, de faire tout en son pouvoir pour le parti CCF, pour qu'il vienne au pouvoir. Et on a travaillé très dur, et certainement cela se voit dans les résultats. Bien qu'important dans le contexte de la vie politique canadienne, le succès du Crédit social en Colombie-Britannique, comme la démission de M. Antonio Barrette, ne saurait faire oublier que des élections partielles auront lieu le 31 octobre prochain. Les comtés de Labelle au Québec, de Peterborough et de Niagara en Ontario, de même que celui de Royal au Nouveau-Brunswick, devront en effet choisir de nouveaux représentants. Et les milieux parlementaires d'Ottawa attendent avec intérêt cette épreuve de popularité entre libéraux et conservateurs. L'Assemblée générale de l'ONU, qui doit commencer ses travaux mardi prochain, fera certainement date dans l'histoire des Nations unies. L'intervention du président Eisenhower au début de la semaine, comme la présence de M. Khrouchtchev, conféreront en effet une importance exceptionnelle au débat. Il n'est pas exclu d'autre part qu'en dépit de la position qu'ils ont adoptée, le Premier ministre britannique et le général de Gaulle ne soient amenés à prendre part aux discussions. Et celles-ci porteront notamment sur le désarmement, les problèmes algériens et cubains et vraisemblablement sur la crise congolaise. Ce sera en outre la première fois depuis la création de l'organisation internationale qu'autant de chefs de gouvernement se trouveront à la tête de leur délégation
et que le groupe afro-asiatique sera à même d'arbitrer le duel Est-Ouest. Le Premier ministre soviétique, qui doit arriver lundi à New York, a quitté Moscou le 9 septembre. On le voit ici à l'aéroport de Vnukovo, entouré de hautes personnalités soviétiques, faisant ses adieux à sa femme avant de s'envoler pour un port de la Baltique. M. Khrouchtchev, qui est accompagné d'une délégation imposante, puisqu'elle compte plus de 350 personnes, a dû demander un visa d'entrée aux autorités américaines. La venue de M. Khrouchtchev a provoqué de vives réactions aux États-Unis. Des mesures exceptionnelles ont été prises par les autorités américaines. Des Nations Unies, notre correspondant nous donne un aperçu du climat qui règne à la veille de l'arrivée de l'homme d'État soviétique. La session régulière s'ouvrira mardi matin tel que prévu. Et c'est avec un certain malaise que les autorités américaines voient approcher l'heure inévitable où les têtes dirigeantes du monde communiste arriveront à New York. Et la ville des gratte-ciels, qui en a pourtant vu bien d'autres, ne sait plus trop quel visage se composer pour affronter M. Khrouchtchev, Tito, Kadar, Castro et compagnie. La présence de M. Khrouchtchev à l'ONU a soulevé de vifs mouvements d'opinion aux États-Unis. L'intervention du président Eisenhower au début de la semaine et de la session a été vivement commentée. De Washington, un spécialiste des questions de politique étrangère fait le point des réactions américaines. Ici à Washington, on loue le président Eisenhower pour avoir pris l'initiative d'aller aux Nations Unies et de placer la thèse occidentale devant le monde avant que M. Khrouchtchev présente sa propagande habituelle. Nous avons également voulu connaître les réactions des milieux politiques français à la venue de M. Khrouchtchev aux Nations Unies et les raisons de la position prise par le général de Gaulle. De Paris, notre correspondant Dostalher O'Leary nous donne quelques précisions. Depuis la décision du président Eisenhower de prendre la parole à l'Assemblée générale de l'ONU, l'opinion en France semble de plus en plus favorable à une rencontre des quatre grands aux États-Unis. Tandis que les Nations Unies se préparent à recevoir le Premier ministre soviétique, la crise congolaise est entrée dans une nouvelle impasse. L'accord n'ayant pu se faire au Conseil de sécurité sur les modalités d'intervention de l'ONU dans l'ancienne colonie belge et à la suite d'un veto soviétique, une session spéciale de l'Assemblée générale a été réunie. Les discussions commencées hier soir ont été bloquées par le délégué soviétique. Celui-ci, en termes violents, a reproché au secrétaire général M. Hammarskjöld son émission dans les affaires intérieures du Congo. Une nouvelle réunion de l'Assemblée spéciale est en cours. Cependant, la situation demeure confuse à Léopoldville. Le colonel Mobutu a pris le pouvoir avec l'assentiment du président Kasavubu. Ce coup d'État inattendu s'est produit mercredi à la grande stupéfaction des gouvernements Lumumba et Ileo qui en étaient encore à se disputer le pouvoir. Au cours d'une conférence de presse, le colonel Mobutu annonçait l'instauration d'un régime militaire, répudiait les dirigeants congolais actuels et ordonnait aux ambassades communistes de quitter le pays sur le champ. Monsieur Kanza, le gouvernement Lumumba a adressé de nombreux reproches à l'opération des Nations Unies au Congo. On a assisté ici au Conseil de sécurité à certaines manifestations des critiques que certaines nations membres des Nations Unies ont adressées à M. Hammarskjöld. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous reprochez, vous, précisément, à l'opération Nations Unies au Congo? Je crois que le gouvernement central et petit à petit aussi le peuple congolais commence à reprocher une chose aux Nations Unies, c'est que toute l'aide des Nations Unies ne se fait pas en consultation avec le gouvernement du Congo. Il semble peu probable que l'Assemblée spéciale des Nations Unies parviendra à sortir de l'impasse congolaise avant la réunion de l'organisation en session spéciale. Tout porte donc les milieux diplomatiques occidentaux à croire que le problème congolais dans son ensemble figurera à l'ordre du jour des travaux de l'ONU au cours des jours prochains. Il servirait de nouveau tremplin à la diplomatie soviétique au moment même où le groupe des pays africains et asiatiques sera en mesure de jouer son rôle de troisième force. Mesdames, Messieurs, Radio-Canada vous a présenté de Montréal, Caméra 60. Nous vous invitons à nous revenir la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir.